Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire sur le partage de la valeur. Je suis Héloïse Philibert-Ban, expert comptable chez Secafi et je suis en charge de l'animation métier économique et finance au sein du cabinet. Et je suis ravie de présenter ce webinaire aujourd'hui avec Pierre Marco, qui est notre directeur du développement. Je tiens simplement en préambule à remercier les équipes de notre centre d'études et de data, et en particulier Elisabeth Mélin, qui ont réalisé les travaux que nous allons vous présenter. On va peut-être attendre encore 2 minutes avant que tout le monde entre dans la salle. Alors Héloïse, je pense qu'on peut commencer doucement en présentant le sommaire de ce webinaire. Donc webinaire consacré au partage de la valeur. Alors on va prendre un petit peu de temps avec vous en début de webinaire pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi d'en faire un thème d'actualité. Et de quoi est-ce qu'on parle concrètement quand on parle de partage de la valeur? Et ensuite, Héloïse vous présentera les résultats de l'étude que nous avons conduite sur un panel assez important d'entreprises et qui va vous permettre d'avoir un éclairage à la fois au périmètre de la création de valeur en France, mais également sur un secteur donné. On a choisi celui de la métallurgie, mais on peut décliner également notre étude sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie française. Et puis, on reviendra sur un exemple d'application à l'échelle d'une entreprise, alors du secteur de la métallurgie, mais bien entendu d'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, puisqu'il n'y a pas que dans la métallurgie que le sujet du partage de la valeur se pose. Alors, en guise d'introduction et d'éléments de compréhension globaux sur de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi est-ce qu'on en parle. Tout d'abord, on voulait revenir sur quelques éléments de base autour de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'entreprise et de parties prenantes, puisque l'entreprise, c'est un ensemble de parties prenantes qui se regroupent pour créer de la valeur. Chaque partie prenante apporte quelque chose à l'entreprise et attend en retour une alors Rétribution. une rétribution, une rémunération, un bout de la valeur créée par l'entreprise. Alors, quand on regarde les salariés, bien entendu, c'est vous qui les représentez. Les salariés apportent un certain nombre d'éléments qui sont, à commencer, leur temps de travail, mais également leurs compétences, leur engagement. Et en contrepartie, ils reçoivent une partie de la valeur créée, constituée à la fois du salaire fixe, du salaire variable individuel ou du salaire variable collectif, l'intéressement et la participation. De l'autre côté, l'État apporte un certain nombre d'infrastructures, apporte un certain nombre d'investissements de long terme, notamment dans l'éducation et dans la création des compétences de demain, et en contrepartie, récupère de l'impôt sur les sociétés pour financer ces investissements. En bas, vous voyez deux autres parties prenantes qui sont les actionnaires ainsi que les prêteurs, les banques. Les actionnaires apportent du capital pour financer l'investissement dans les outils, dans les brevets, dans la recherche et le développement. En contrepartie, ces actionnaires attendent une rétribution à travers les dividendes qu'ils perçoivent, mais également la valorisation de l'entreprise. Les prêteurs, les banques, apportent du financement et récupèrent de l'intérêt. Au final, l'entreprise, elle aussi, est en capacité de capter une partie de la valeur à travers ses fonds propres pour lui permettre de financer ses investissements de développement plutôt long terme. Et donc, cette répartition juste et optimale des richesses, qui a été reprise dans une déclaration commune des partenaires sociaux en 2019, définit ce partage de la valeur comme un partage juste, équilibré entre ces différentes parties prenantes. Et donc, ça, c'est pour nous un véritable sujet de dialogue social. Si on revient maintenant sur pourquoi est-ce qu'on en fait un thème particulier à travers le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui. C'est d'abord parce que c'est un sujet qui est
peu ou mal traité sur le fond, qui parfois est mal documenté, qui est traité de manière assez rapide et assez superficielle, dans une mise en exergue, soit du poids des salariés, soit du poids des actionnaires, sans que véritablement une étude soit venue éclairer et documenter le sujet de manière précise. Donc pour nous, c'était aussi dans notre rôle important de remettre quelques éléments de contenu et de compréhension de l'ensemble. C'est également un sujet d'actualité parce que, bien entendu, c'est un thème de négociation. Vous avez traversé, tous les Français ont traversé une période d'hyperinflation qui a pesé sur le pouvoir d'achat. Vous avez d'ailleurs été nombreux à suivre nos webinaires autour des NAO qui montraient que pendant 2 années, il y a eu des pertes de pouvoir d'achat. Et donc, cette négociation autour du partage de la valeur est aussi un élément pour essayer de défendre le pouvoir d'achat des salariés que vous représentez. Mais c'est également un thème important parce que les entreprises aujourd'hui sont face à des transformations extrêmement importantes. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de la gestion des seniors. Et donc, ces entreprises ont, elles aussi, besoin de garder de la valeur pour faire face à ces nouveaux enjeux qui sont majeurs pour leur avenir, leur pérennité, leur durabilité. Rappelons également rapidement en introduction que il y a une loi sur le partage de la valeur qui a un bilan peu glorieux de notre point de vue, puisqu'elle a installé un certain nombre de dispositifs très complexes, très compliqués, très difficiles à saisir lorsqu'on est représentant du personnel, organisation syndicale ou dirigeant d'entreprise, avec une définition du résultat exceptionnel qui devait faire l'objet d'une négociation, une définition que pas grand monde n'a compris, et puis un dispositif de partage de la valorisation de l'entreprise qui, lui aussi, a rencontré peu de succès. Donc, face à ce cadre peu efficace, il était aussi important de vous dire, revenons aux fondamentaux de la négociation, revenez dans chacune de vos entreprises sur finalement, aux bornes de mon entreprise, quelle est la valeur qui a été créée et finalement, comment est-ce que je peux me faire une opinion sur l'évolution de cette valeur dans le temps et le côté juste de sa répartition en dynamique. Après ces quelques propos d'introduction, je vous propose qu'on passe plus directement dans le cœur du sujet. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats de notre étude, d'accord ? Et puis, bien entendu, quel est l'objectif poursuivi au travers de ces travaux que nous avons réalisés. Donc, tout d'abord, nous avons, grâce à notre portefeuille client, pu constituer une base de données de 450 entreprises pour lesquelles nous disposons de l'ensemble des informations comptabilisées sur une période de 6 ans, 2018 à 2023. Une base de données qui, en cumul en 2023, représente tout de même un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros, des effectifs moyens internes de 315 500 salariés et une valeur ajoutée comptable de 32 milliards d'euros, ce qui permet de situer en fait notre échantillon autour de 3,4% de la valeur ajoutée créée par les entreprises françaises. D'accord ? Donc, c'est un échantillon qui est conséquent et qui est particulièrement représentatif de secteurs de l'industrie et du commerce. D'accord ? Et au travers de cette base de données, notre objectif, c'est de vous permettre d'analyser le partage de la valeur dans votre entreprise au travers de questions telles que mon entreprise a-t-elle développé ses résultats sur les dernières années? Si oui, par quel levier? Et ensuite, à qui a bénéficié le développement de ces résultats? Est-ce que c'est aux salariés par des dispositifs de partage du profit, comme intéressement, participation par exemple, ou par une plus grande part des salaires dans la valeur ajoutée? Ou bien est-ce que ça a bénéficié à l'entreprise par un renforcement de ses fonds propres, de l'investissement dans ses actifs? Ou encore, est-ce que ça a bénéficié aux actionnaires par le biais des dividendes ou par le biais du rachat d'actions, qui est un mécanisme qu'on observe de plus en plus fréquemment ces derniers temps? Ou encore, est-ce que ça a bénéficié aux prêteurs ou à l'État? Et surtout, la question à la fin, c'est est-ce qu'on observe un déséquilibre qui permet d'ouvrir des leviers de négociation dans ce partage de la valeur? D'accord ?
La première question qu'on se pose, c'est est-ce que la profitabilité des entreprises s'est améliorée sur la période? Là, je vous présente les résultats de notre échantillon global, les 450 entreprises. Ce que l'on voit assez clairement ici, c'est qu'on a 2 années, 2021 et 2022, avec des niveaux de profitabilité conséquents. Donc, 2 très bonnes années, probablement rebond post-crise Covid, avec, en tout cas, on peut l'attribuer aux différents plans de relance, à des taux d'intérêt qui étaient encore bas à ce moment-là, un redémarrage de la consommation et parfois également des effets d'aubaine de certaines entreprises qui ont répercuté l'inflation sur leur prix de vente et qui ont, pour certaines également, bénéficié des aides publiques. Donc, 2 très bonnes années, 2021-2022, puis une chute en 2023, là qu'on peut attribuer principalement à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique qui s'en est suivie, à la poursuite de l'inflation, rattrapée également là par la hausse des taux d'intérêt et qui entraîne nécessairement une chute de la consommation. Ce que vous observez dans le graphique de droite, c'est l'évolution au niveau des principaux secteurs d'activité qui sont représentés dans notre échantillon. On a l'agroalimentaire, le commerce, le textile, la chimie, la métallurgie, le papier-carton, le secteur santé, économie sociale et le transport. Et vous voyez qu'en fait, la dynamique qu'on a au global, elle se retrouve de la même façon dans les principaux secteurs. Donc, c'est un diagnostic qui est assez commun. Ensuite, vous retrouverez notre méthodologie détaillée dans les annexes, mais sachez que dans la suite de l'étude, nous avons choisi de retenir comme indicateur de création de richesse par l'entreprise ce qu'on appelle le résultat économique brut, avant intéressement et participation, avant impôt, tout cela pour ne considérer au final que la création de richesse par l'entreprise une fois qu'elle a rémunéré ses salariés pour la part obligatoire de leur travail. Deuxième question, qu'en est-il pour les parties prenantes? Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a une évolution du résultat économique brut ici qui est très favorable. Entre 2018 et 2022, on a une croissance de 41%. D'accord ? Ensuite, on a un repli en 2023 de 30%. Au global, on reste sur une amélioration sur la période. Et dans le même temps, on s'est interrogé sur la rétribution des différentes parties prenantes. Les salariés, eux, au travers de l'intéressement et de la participation, ils ont vu leur rétribution augmenter de 41%. L'État, quant à lui, a vu sa rétribution diminuer de 12% sur la période. Alors, on a eu plusieurs lois de finances successives qui ont acté des réductions d'impôts pour les entreprises, que ce soit l'impôt pour les sociétés qui est passé quand même de 33% à 25% sur la période. Et on a les impôts d'exploitation qui, eux, ont été divisés par 2. Donc, des réductions d'impôts qui sont significatives, qui peuvent poser question, clairement. Et les prêteurs, quant à eux, ils ont vu leur rémunération diminuer de 66%. Là, on est plutôt sur une période 2021-2022 où les bons résultats des entreprises avaient permis de se désendetter. Les taux d'intérêt étaient encore bas. Et pour les entreprises qui ont bénéficié à l'époque du Covid des prêts garantis par l'État, ils avaient des taux d'intérêt qui étaient également attractifs. Ceci expliquant cela. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que les résultats exceptionnels là, de 2021 et 2022, ils ont majoritairement bénéficié aux actionnaires en 2023. Vous avez ici l'évolution des dividendes, vous voyez, qui continue d'augmenter, alors même que le résultat de 2023, lui, se dégrade. Alors, il faut être vigilant quant à l'interprétation, puisque les distributions de dividendes se font sur la base des résultats de l'année précédente, d'accord, et ils sont versés l'année suivante. Si bien qu'en fait, les résultats là, de 2022 que vous voyez ici, le pic, ils ont été distribués sous forme de dividendes en 2023. Ceci étant,
en fait, on arrive à un exercice 2023 où les dividendes ont continué à augmenter, alors même que le résultat économique, lui, a baissé. Ce qui fait qu'on arrive à un solde disponible pour l'entreprise qui est légèrement négatif. D'accord ? Alors même que en 2018, au début de notre étude, le solde qui restait disponible à l'entreprise était à hauteur de 17%. Bon. On peut s'interroger sur ce que ces chiffres traduisent. Est-ce que les actionnaires, ils se sont rémunérés à la hauteur du risque pris? Est-ce qu'ils ont un manque de projets d'investissement qu'ils jugent attractifs? Voilà. Est-ce qu'ils ont peur d'investir? Est-ce qu'au contraire, ils ont saisi l'opportunité de récupérer le cash généré par les années 2021 et 2022 en prévision d'une période un peu plus difficile? Et on verra aussi que cette population est assez hétérogène, parce que quand on parle d'actionnaires, on verra que selon la taille de l'entreprise, la prise de bénéfices qui a été celle des actionnaires de manière générale est assez différente. Et qu'on ne peut pas généraliser. Voilà, je ne peux pas généraliser. Il n'y a pas une population unique sur cette partie prenante. Donc, ce sera intéressant dans votre entreprise de questionner le versement de dividendes en 2024 sur les résultats 2023, alors qu'on est sur une dégradation des résultats. Okay. Maintenant, comment la répartition de richesse a-t-elle évolué? Vous avez ici, en fait, dans ces camemberts, le partage de ce résultat économique brut entre les différentes parties prenantes en 2018, en 2023 et en cumul sur 6 ans. Ce qui interroge ici, c'est surtout l'évolution. Vous voyez, notamment entre intéressement et participation qui a augmenté de 2 points sur la période, tandis que les dividendes, eux, ont augmenté de 24 points sur la période. On est passé de 42% à 66%. Okay. Autre évolution qui interroge, celle des impôts, qui, eux, ont reculé de 6 points. Alors, comme le disait Pierre en introduction, ça pose question puisque les impôts, en fait, servent également à rémunérer tout un tas d'infrastructures et d'investissements pour l'avenir. Les réductions d'impôts qui ont été actées par les différentes lois de finances, elles avaient vocation, en théorie, à financer pour les entreprises de l'investissement, d'accord, dans l'avenir. On peut se poser la question, est-ce que réellement, c'est ce qui s'est passé? Est-ce que les économies d'impôts ont réellement servi à investir dans l'avenir ou au contraire, est-ce qu'elles ont pour partie servi à rémunérer les actionnaires? Bon. Et à noter que ce qui est intéressant là aussi, il ne faut pas généraliser. En fait, là où l'impôt a reculé le plus, c'est dans les grandes entreprises, là aussi, celles qui ont plus de 500 salariés. Okay. Et enfin, ce qui nous questionne, c'est ce qui reste disponible dans l'entreprise. Au départ, on avait 17% là, en 2018 et vous arrivez à 0 en 2023. D'accord ? Alors, en cumul sur la période, on peut dire qu'il y a 21% du résultat qui est resté dans l'entreprise, mais la question, c'est qu'est-ce que l'entreprise en a fait? Est-ce qu'elle a effectivement investi à ce moment-là? Est-ce qu'elle s'est désendettée? Est-ce qu'elle a aujourd'hui suffisamment de ressources pour faire face à ses besoins d'investissement à venir? Alors, ce qui est difficile pour être conclusif lorsqu'on regarde l'économie française, c'est que on peut vite généraliser sur des situations très particulières. Rappelons que dans la période du Covid, beaucoup d'entreprises ont pris le parti de ne pas verser de dividendes. Il peut y avoir aussi des phénomènes de rattrapage. Il y a eu aussi une partie de gel de salaire dans cette période de crise. Et bref, on est rentré entre 2020 et 2023 dans une période assez turbulente en termes d'économie. Et donc, là, on vous présente des résultats globaux qu'il conviendra, on y reviendra un peu plus tard, d'analyser de manière plus précise aux bornes de votre entreprise, parce que là, pour le coup, il sera beaucoup plus facile d'avoir des conclusions et de porter une opinion sur finalement qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'histoire qu'on peut raconter par rapport à cette dynamique du partage de la valeur. Mais en tout cas, effectivement, ce qui est assez notable, c'est ce basculement des impôts vers les dividendes et surtout, ce qui est important pour nous de souligner, c'est le fait que l'entreprise, face à des défis majeurs autour de nouvelles technologies, autour de l'IA, autour des nouvelles modalités d'organisation, autour de tous les investissements d'avenir qui doivent être produits, conserve finalement en fonds propres une part
assez ténue de la valeur qui a été créée en 2023. Tout à fait. Donc là, effectivement, on vous a présenté les résultats globaux de notre échantillon. On peut affiner, et là, on va vous montrer un exemple de déclinaison au niveau du secteur de la métallurgie. On peut tout à fait le faire au niveau d'autres secteurs d'activité, voire même par sous-secteur d'activité. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt si vous le souhaitez, selon les secteurs. Alors, au niveau du secteur de la métallurgie, on observe en fait les mêmes dynamiques que dans notre échantillon global, simplement, vous le verrez, c'est des évolutions qui sont encore plus marquées. Un résultat économique qui a augmenté encore plus que dans notre échantillon global jusqu'en 2022, puis qui a chuté plus fort. Une part revenant aux salariés qui a augmenté de 30% alors qu'on était à 41% dans l'échantillon global. Des dividendes qui ont augmenté de 134% alors qu'on était à 66 dans notre échantillon global, et surtout le reste dans l'entreprise qui est cette fois nettement négatif. Je vous propose de passer un peu plus de temps sur maintenant ce que l'on peut investiguer au niveau notamment des parties prenantes à la négociation, que sont les salariés que vous représentez, les actionnaires et puis ce qui reste dans l'entreprise. Donc, déjà, au niveau des salariés, on observe sur la période que effectivement l'intéressement et la participation a augmenté, d'accord. En revanche, ça a augmenté moins significativement que les résultats, ce qui fait que dans le graphique en haut à gauche ici, on voit la part de l'intéressement et participation dans le résultat qui décline entre 2018 et 2022. 2023, ce qui se passe, c'est que l'intéressement et la participation a continué d'augmenter. En revanche, c'est le résultat ici économique qui a largement chuté, d'accord, et ce qui explique ce rattrapage finalement du poids de l'intéressement et de la participation dans le résultat. Okay. Autre constat, c'est que vous voyez dans le graphique en bas à gauche, ce sont le pourcentage d'entreprises qui ont versé sur la période soit de l'intéressement et ou de la participation. Donc, vous voyez qu'on a quand même une grande majorité d'entreprises qui, chaque année, a versé intéressement et ou participation. Ce qui est à noter également, c'est que dans notre échantillon, on a 58% des entreprises qui ont versé intéressement ou participation chaque année. Et on a 4% des entreprises qui n'en ont jamais versé sur la période étudiée. D'accord. Le montant moyen versé, vous le retrouvez ici, et notamment là avec la ligne jaune, c'est le montant en moyen versé par salarié, d'accord, en euros. Donc on est passé de 2 394 € à 3 052 €. Simplement, ça fait une augmentation qui reste modeste puisqu'on est sur 55 € en moyenne par mois par salarié. Alors même que les statistiques nous ont démontré que sur la période, on avait une réelle perte de pouvoir d'achat des salariés. D'accord ? Donc après, en investiguant dans votre entreprise, on est capable d'aller vous dire si cet intéressement et cette participation ont permis de compenser ou non la perte de pouvoir d'achat. Et le dernier élément qu'on voulait porter à votre connaissance, c'est ce constat, c'est que dans ces systèmes de rémunération variable collectif, l'intéressement reste majoritaire. Vous voyez que là, 56% de la rémunération variable en 2023, ça reste l'intéressement, 44% pour la participation. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que la hausse du montant global versé sur toute la période, elle est apportée par la participation. Vous voyez ici à hauteur de 89%. Donc ça pose question. Une des hypothèses, c'est que on a certaines entreprises qui ont des systèmes intéressement plus participation qui sont plafonnés. Ça veut dire que mécaniquement, quand la participation augmente, l'intéressement diminue. Okay. Mais on peut aussi se questionner sur l'efficacité des dispositifs d'intéressement, quand même, et notamment dans les entreprises qui ne versent pas de participation parce que capitaux propres élevés, endettement élevé ou prix de transfert ou que sais-je. Donc voilà, là-dessus, on peut également vous accompagner sur la négociation de ces dispositifs, donc n'hésitez pas
Alors, une petite pause pour permettre à Héloïse de reprendre un peu son souffle, avec une question qui est: allez-vous entrer prochainement en négociation sur l'intéressement et la participation? Alors, si vous êtes présent ici aujourd'hui, c'est sans doute que vous avez cette perspective dans les 2 à 3 mois qui viennent, voire peut-être un petit peu plus tôt. Et donc, les résultats du sondage, on est effectivement les 2 tiers d'entre vous qui êtes face à ces enjeux de négociation. Et donc, pour entrer efficacement en négociation, on y reviendra en conclusion et on reviendra sur les quelques questions que vous avez posées dans le fil du chat. Effectivement, une analyse aux bornes de votre entreprise pour pouvoir arriver avec les bons arguments dans votre négociation d'intéressement et de participation. Merci. OK. Si on zoome maintenant sur les actionnaires. Alors, donc, on est sur un montant de dividendes versé qui a particulièrement augmenté en 2022 et 2023, ici la suite aux résultats exceptionnels de 2021 et 2022. OK, on a l'effet décalage d'1 an entre la constatation des résultats et leur distribution. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de constater que ici, c'est le graphique on va dire en rouge clair. C'est que les actionnaires, en fait, ils se sont attribués une part proportionnellement plus importante de résultats sur la période entre 2020 notamment et 2023, où on arrive à 58%. Okay. Mais effectivement, il ne faut pas généraliser, puisque ce que l'on a pu observer dans le cadre de notre étude, c'est que c'est le fruit d'un nombre minoritaire d'actionnaires, finalement, qui a perçu des dividendes particulièrement élevés. Vous avez ici le pourcentage d'entreprises qui ont versé des dividendes. Donc, vous voyez qu'on ne dépasse pas les 37%. Et dans ce graphique-là, en bas à droite, en fait, vous constatez que 46% des entreprises n'ont jamais versé de dividendes sur la période. D'accord ? En revanche, on a 11% qui ont versé des dividendes chaque année. Et ce nombre restreint finalement d'actionnaires qui ont capté une grosse partie des dividendes du secteur, ce sont principalement des très grandes entreprises de l'échantillon. C'est ce qu'on a pu constater. 65% de l'augmentation des dividendes là, sur la période, c'est les très grandes entreprises de notre échantillon. Bon, ce qui pose quand même aux bornes du secteur de la métallurgie un certain nombre de questions que les représentants du personnel de ce secteur côtoient au quotidien, c'est-à-dire les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, qui sont pour une grande partie des filières assez disproportionnées. En fait, en préparant ce webinaire avec Héloïse, on se disait qu'il y avait aussi, en complément du travail qu'on vous présente, un enjeu à travailler sur la répartition de la valeur au sein d'une filière. Parce que effectivement, vous le voyez, une entreprise sur 2, les actionnaires n'ont pas perçu de dividendes sur l'ensemble de la période, ce qui est une proportion très élevée. Et donc, ce phénomène, il est très concentré sur quelques très grandes entreprises qui ont un rapport de force, qui ont un rapport de force qui est en leur faveur et qui leur permet de capter une part de la valeur importante et de la redistribuer aux actionnaires de ces sociétés. Donc, notre dernier point d'attention, c'est une fois que ce résultat économique il a été redistribué à l'ensemble des parties prenantes, qu'est-ce qui reste dans l'entreprise pour financer son avenir? Eh bien, en l'occurrence, il reste rien du tout et un montant négatif dans notre échantillon sur le secteur de la métallurgie. Les conséquences, c'est quoi? C'est que les entreprises du secteur, elles se sont appauvries. Vous voyez ici que les fonds propres disponibles ont diminué en 2023 alors qu'ils s'étaient renforcés les 2 années précédentes. On voit aussi que l'endettement a réaugmenté, c'est la partie bleue, là, alors que les entreprises avaient plutôt réussi à se désendetter sur les années précédentes. Alors là aussi, il faut affiner, c'est-à-dire que dans le graphique que vous voyez ici, les résultats sont un peu biaisés par 3 très grosses entreprises du secteur qui, en l'occurrence, ont ce qu'on appelle un endettement net négatif. Ça veut dire qu'elles ont tout simplement une trésorerie très importante qui est supérieure à leur dette. D'accord ?
Mais si on enlève ces 3 grosses entreprises, eh bien, on arrive à un endettement net du secteur qui est 30% de ses fonds propres contre 18% en 2018. D'accord? Donc, on a véritablement une dynamisme, je vais y arriver, un dynamisme d'appauvrissement des entreprises. Et c'est ce qui nous préoccupe. Alors, jusqu'à maintenant, vous voyez là que les investissements ont été plutôt préservés. Les investissements ont continué à augmenter 2022-2023, très probablement grâce aux bons résultats passés et puis au prix aussi d'une augmentation de l'endettement. Et la question, c'est est-ce que les entreprises ont conservé suffisamment de ressources pour faire face à leurs besoins à venir? Très rapidement, peut-être sur voilà, simplement pour illustrer qu'on peut donc descendre encore d'un cran pour faire l'analyse au niveau d'une entreprise. En l'occurrence, une entreprise de la métallurgie, où là aussi, on retrouve donc une année, en l'occurrence 2021, assez exceptionnelle, qui a permis de distribuer des dividendes significatifs. Les salariés ont peu bénéficié de cette situation exceptionnelle puisque l'intéressement et la participation a progressé, mais bien évidemment pas autant que le résultat ni les dividendes qui ont doublé. Voilà. Quand on est au périmètre de votre entreprise, on peut affiner, on peut analyser, là en l'occurrence, déjà une entreprise qui, malgré ces résultats assez exceptionnels, n'a pas versé de prime de partage de la valeur. D'accord. Et en l'occurrence, une participation qui a été pénalisée 2 années de suite par une aide fiscale qu'on appelle provision pour hausse des prix. D'accord. Aide fiscale qui, mécaniquement, pénalise lourdement la participation des salariés aux bénéfices. Voilà, donc c'est des éléments qui interrogent et on peut également aller comparer la répartition du résultat entre les parties prenantes dans l'entreprise en question par rapport à son secteur d'activité. Et là, on peut effectivement observer que l'intéressement et la participation, c'est 2 ou 3 points de moins, que dans le secteur. D'accord. On peut observer voilà, une part, en l'occurrence, disponible dans l'entreprise très élevée. Mais si on creuse, on se rend compte qu'en fin de compte, l'entreprise a une trésorerie largement excédentaire, qu'elle ne reverse pas forcément sous forme de dividendes, mais qu'elle remet à disposition de son groupe d'appartenance via un système de centralisation de trésorerie. C'est des éléments très courants. Voilà. Donc, tout ça pour illustrer qu'on peut aller précisément évaluer la répartition de la valeur dans votre entreprise par rapport à son secteur d'activité. Alors, avant d'aller sur les éléments de conclusion, peut-être revenir sur quelques-unes des questions que vous avez formalisées dans le chat. Questions ou remarques d'ailleurs. Alors effectivement, il y a un sujet qui est de plus en plus courant, qui a fait l'objet d'ailleurs, je crois, d'un projet de loi sur le rachat d'actions. Tout à fait. Les rachats d'actions ont vraiment augmenté ces dernières années. Héloïse, tu l'as évoqué dans la présentation. C'est un dispositif qui amène l'entreprise à racheter des actions sur le marché pour les annuler et augmenter de manière mécanique le bénéfice par action disponible. Et donc, ça permet d'augmenter le rendement en consacrant une partie des ressources de l'entreprise au rachat et à l'annulation de ses propres actions. Dans notre étude nationale, ça a été assez compliqué à identifier, puisque vous l'avez vu, on a une étude avec une source d'information qui nous permet de porter une opinion sur un certain nombre de mouvements. Ce sujet, il sera à traiter plutôt au niveau de votre entreprise, je dirais d'ailleurs plutôt au niveau de votre groupe, puisque c'est souvent des groupes cotés. Voilà, il y en a un certain nombre qui pratiquent ce type d'opération, qui démontre en creux que les projets d'investissement de l'entreprise présentent un rendement, une rentabilité que les dirigeants et les actionnaires ne jugent pas suffisant pour être financés. Donc effectivement, ce sujet de rachat d'actions est en plein dans l'actualité avec un projet de taxation. Tout à fait, tout à fait. Donc on étudiera ça très prochainement. Là maintenant, on va avoir une loi de finances pour 2025. Donc voilà, on va pouvoir étudier concrètement cette taxation des rachats d'actions.
Alors, deuxième question ou remarque, mais où sont les banques et sociétés financières dans notre échantillon? Eh bien, elles n'y sont pas, puisque une IA fiscale, une balance pour une banque, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on est en train de travailler sur une déclinaison qui va s'écarter un petit peu de notre méthodologie pour s'adapter aux caractéristiques économiques des banques et sociétés financières. Et donc, on va bosser sur le sujet, mais effectivement, elles ne sont pas dans notre échantillon. Alors, une question sur c'est quoi un résultat exceptionnel? Alors, je dois vous avouer que c'est tellement compliqué que je n'ose même pas avancer sur le sujet. Mais c'est toute la difficulté de la loi partage de la valeur, là, de novembre 2023, puisqu'il y a eu cette nouvelle obligation pour les entreprises de se mettre autour de la table des négociations en disant, bon, bah, qu'est-ce que un résultat exceptionnel? Et c'est toute la complexité que nous, on a pu observer. En fin de compte, le législateur n'a pas donné de définition. Et du coup, c'est je vais y arriver, délégués syndicaux et dirigeants d'entreprise de négocier pour trouver la bonne définition. Là-dessus, c'est clair qu'il faut se faire accompagner parce que c'est extrêmement technique. On peut faire parler les chiffres à peu près comme on le souhaite, selon les intérêts recherchés, vous le savez bien. Et voilà, il nous semble que cette loi et qui porte sur le résultat exceptionnel, elle est effectivement trop complexe pour être efficace et il faut qu'on aille sur des leviers de négociation autres que le respect strict de cette réglementation qui est assez peu efficiente en fait. Une autre question sur les énergéticiens dans notre échantillon. Oui. On a pris le parti d'en retirer un très gros qui pesait de manière totalement disproportionnée sur l'échantillon qui s'appelle EDF. Je pense qu'on peut le Et puis un peu à contre-courant aussi. Et un peu à contre-courant avec des résultats qui avaient fortement augmenté, me semble-t-il, dans la période de 19-20 et qui avaient fortement chuté. Par la suite, donc pour éviter de biaiser, on a retiré ce mastodonte de notre échantillon. Par contre, oui, les énergéticiens autres existent dans notre échantillon. Ceci étant dit, alors quelques éléments de conclusion qu'on vous propose de partager. Donc, vous l'avez compris, bon, on est sur un sujet qui est extrêmement technique, qui est peut-être un petit peu plus compliqué à aborder quand on est représentant du personnel que la négociation sur les salaires. Vous êtes venus d'ailleurs très nombreux au webinaire sur les NAO. Vous avez été plus de 1700 à assister aux 2 webinaires qu'on a organisés ces 2 dernières semaines. Là, on est sur un sujet qui est pour le coup beaucoup plus technique et donc il nécessite, de notre point de vue, un travail spécifique sur cette création de valeur et son partage. D'ailleurs, vous le savez, c'est la saison de la publication des résultats 2024. Notre ambition, c'est de poursuivre cette étude dans le temps pour voir quels seront les prochains épisodes de cette évolution de la valeur sur l'échantillon que l'on suit. Et à l'heure où on se parle, les résultats 2024 commencent à être dévoilés, alors notamment pour les groupes cotés, mais également pour les entreprises de plus petite taille. Et donc, c'est le moment du bilan 2024 qui arrive aujourd'hui, avec une question sans doute sur beaucoup de lèvres dans les entreprises qui est finalement quel est le niveau d'intéressement et de participation cette année. Les salariés sont probablement impatients de découvrir ce montant et de savoir si il y a une cohérence entre ce montant de l'intéressement et de la participation et les résultats de l'entreprise par ailleurs et ce à quoi ils ont servi. Bien entendu, c'est aussi le moment de l'ouverture des nouvelles négociations à travers le sondage que vous avez fait part pour les 2 tiers que c'est un sujet pour vous pour entrer dans la négociation. Et donc, forcément, vous l'avez demandé, posé cette question, est-ce que dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise,
on peut vous aider à faire ce travail. Bien entendu, c'est bien pour ça qu'on vous a présenté en poupée russe le travail qu'on a réalisé de la France à un secteur donné, à une entreprise. Et effectivement, quand on va regarder la répartition de la valeur dans votre entreprise, on pourra y aller de manière beaucoup plus fine en y intégrant un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas traiter sur les échantillons beaucoup plus larges, qui sont les rachats d'actions, la PPV, les différents sujets qui sont aussi les vôtres. Donc, bien entendu, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, vous préciser quelles sont les modalités d'intervention et commencer à travailler sur un cahier des charges avec vous. Je crois qu'on a fait assez largement le tour de notre webinaire. Des questions autres? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? EDF à contre-courant, très bon. Oui, effectivement, je n'ai pas fait exprès, mais effectivement, on pourrait dire qu'elle est pas mal. Alors, oui, est-ce que le CSE peut faire appel à un expert sur la préparation des NAO? Il n'y a pas de mission légale dédiée à la préparation des NAO, mais bien entendu, quand on est l'expert d'un CSE, on est extrêmement soucieux d'être présent dans les moments clés de la négociation et donc d'être présent pour vous aider à affûter vos arguments, que ce soit pour les NAO ou pour les négociations d'intéressement. Donc ça fait partie du rôle de conseil de CECAFI en tant qu'expert du CSE pour vous aider dans ces moments-là. Alors, effectivement, les augmentations de salaire fixe versus les éléments de rémunération variable. Bon, c'est un débat relativement long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tout à fait les moyens d'aller évaluer dans votre entreprise l'évolution des rémunérations fixes et variables, d'accord, mais également fixes, c'est-à-dire que les augmentations de salaire par population, par rapport également à l'évolution de l'inflation, par rapport à des effets Noria, tout ça, on est tout à fait capable d'aller le chiffrer dans votre entreprise via ce que l'on appelle une analyse de rémunération. Donc, n'hésitez pas, on peut tout à fait vous apporter de la visibilité et des arguments à ce niveau-là. Dernier point, est-ce qu'on peut faire ce travail aux bornes d'un secteur? Bien entendu. À partir du moment où on a un échantillon qui est suffisamment large, donc plus effectivement on va se recentrer sur un secteur d'activité précis, et moins cet échantillon sera représentatif. Tout à fait. En tout cas, merci pour vos remerciements, pour l'attention que vous avez portée à ce sujet. Et puis, on se donne assez rapidement rendez-vous pour un prochain webinaire organisé par le cabinet CECAFI. À très bientôt. Merci beaucoup.